Merci, Monsieur le Président de l'île d'El Hierro. Les images que vous avez pu voir pendant son discours étaient celles de la construction d'une STEP, station de transfert d'énergie par pompage artificielle avec un bassin haut, un bassin bas. L'Europe au cœur des enjeux. Peut-elle rester pionnière sur le développement des énergies renouvelables? Comment peut-elle conforter son industrie des énergies renouvelables? Quels sont les impacts de la baisse des coûts sur certaines filières? Quelle est la tendance des investissements et comment travailler ensemble pour rester compétitifs? Ce sera le thème de cette table ronde que je vais devoir écourter un petit peu. On a pris pas mal de retard. Je vais tout de suite appeler les intervenants. Bruno Légevin, il est président de l'ADEME. Pierre Bornard, directeur général délégué de RTE, Réseau de transport d'électricité, cité par la ministre tout à l'heure. Il est également président du conseil d'administration de l'ENSOE, une institution européenne dont on va reparler. Clara Guémard, elle est présidente de GE France, également présidente du Women's Forum for the Economy and Society. Bruno Bensasson, il est président Énergie France et vice-président. Alors, il n'y a pas de plan de table, hein, vous vous installez par affinité. On va regarder ce que ça donne. Donc, Bruno Bensasson, président Énergie France et vice-président Énergie renouvelable, GDF Suez Énergie Europe. Jean-Michel Mazalra, il est président directeur général de Dalkia. Pierre-Emmanuel Noël, fondé de pouvoir principal Europe occidentale à la BEI, la Banque européenne d'investissement, citée par la ministre tout à l'heure. Et puis Arnaud Mine, il est président de Serre Solaire, président d'Urba Solar, et administrateur et actionnaire de Cilia. La structure qui est Arnaud Mine devrait arriver tout de suite. Je disais à l'instant, en dernière question, comment travailler ensemble pour rester compétitif. Je vais en profiter pour glisser une petite information. Le CER montre l'exemple sur le travailler ensemble et rester compétitif. Le CER a noué un partenariat avec l'EWA, European Wind Energy Association, notamment pour l'organisation du prochain salon international dédié à l'éolien, EWA 2015, qui se tiendra à Paris du 17 au 20 novembre. Donc une fin d'année particulièrement chargée sur les manifestations autour des thèmes de l'énergie et du climat. Voilà, Arnaud Mine nous a rejoints. On peut donc démarrer cette table ronde. On va commencer avec Bruno Légevin, président de l'ADEME. Ségolène Royal vient d'évoquer une émulation internationale. On est dans la table ronde Europe. Qu'est-ce qui, dans ce projet de loi de transition énergétique pour une croissance verte, va fortifier les acteurs, fortifier les industriels, les rendre crédibles à l'export, que ce soit en Europe ou dans le monde entier? Je crois qu'il n'y a pas besoin de développer de longs propos après le discours de la ministre. Les choses ont été clairement dites, clairement posées. On est dans un processus, on a vu, d'accélération. Ce qui est positif, c'est que le débat au Sénat ne détricote pas la loi, mais lui la consolide, et on peut espérer qu'au bout du compte, on aura demain les outils pour justement être au rendez-vous de cette transition énergétique et écologique pour la croissance verte. La loi pose clairement des objectifs de long terme, de moyen terme, des objectifs mobilisateurs. Ils ont été rappelés, confortés, même s'ils sont pour certains discutés. C'est essentiel à souligner parce que au-delà des objectifs de long terme et de court terme, il y a tout un processus de séquencement avec différentes étapes pour vérifier comment on va se donner les moyens d'atteindre ces objectifs, et notamment au travers de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il y a des moyens et c'est essentiel parce que comment atteindre des objectifs sans moyens? Les mécanismes de soutien qui ont été rénovés. Il y a le fonds chaleur avec sa perspective de doublement. Il y a, la ministre le soulignait, le fonds spécial de la transition énergétique et évidemment aussi le financement participatif. Donc, indépendamment de la loi, il y a aussi, elle l'a souligné, c'est déjà en cours, mais ça va continuer pour cette année, c'est une bonne nouvelle, la multiplication des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt pour démontrer qu'on est dans un processus d'accélération, la loi n'étant qu'au service de cette dynamique. Bref, un cadre et une meilleure lisibilité globalement pour le futur. Et c'est un nouveau contexte qui constitue autant de points d'appui pour les industriels français et européens, afin justement de pouvoir demain conquérir des marchés d'exportation en ayant, et c'est essentiel pour eux-mêmes, un contexte national qui est stabilisé et qu'on a vu, et ce n'est pas les propos de la ministre qui nous feront penser le contraire, tout à fait favorable au développement des énergies renouvelables, et donc c'est globalement positif.
Vous parliez à l'instant de point d'appui. L'ADEME est membre du club European Energy Network. Vous en étiez président avant de laisser la place à votre homologue de l'ADEME au Portugal. Quel est le rôle, l'impact de ce club? Comment peut-il aider les entreprises? L'ADEME participe depuis très longtemps aux travaux du club ENR. On en a d'ailleurs assuré la présidence récemment, en tout cas en 2013. Ça rassemble 24 agences nationales de maîtrise de l'énergie des pays européens. Et ce réseau permet évidemment des échanges de bonnes pratiques entre ses membres. Et ça constitue globalement une force de proposition auprès des instances européennes pour justement l'élaboration de ces politiques énergétiques, qui n'est pas simple, qui est compliqué, parce qu'on a des historiques, des intérêts différents, un mix énergétique différent. En tout cas, en 2013-2014, les échanges ont surtout posé justement sur les différentes options et les mesures nationales de soutien à l'électricité renouvelable, qu'il s'agisse des certificats verts, des tarifs d'achat, des primes de marché, autant de sujets qui, vous savez, font débat, mais qui nécessitent des convergentes. Et même si on sait que les modalités sont variables d'un pays à l'autre, il y a globalement un partage d'une même philosophie, exposer plus progressivement et plus naturellement les ENR directement à une logique de marché, tout en garantissant un niveau de rémunération satisfaisant. L'ADEME développe aussi, au-delà de ces coopérations et de ces échanges, des coopérations bilatérales avec ses homologues dans les différents pays leaders. Évidemment, on soutient l'Office franco-allemand pour les énergies renouvelables, qui a aussi là comme objectif de promouvoir les transferts de connaissances et la mise en réseau des acteurs français et allemands dans le domaine, mais aussi depuis l'année 2014, on a en juin dernier signé un accord de partenariat avec l'ADENA, notre homologue. Ce partenariat a comme objectif de renforcer à la fois les coopérations scientifiques, technologiques et industrielles sur des thèmes aussi prioritaires que sont le stockage d'électricité, les réseaux électriques intelligents, mais aussi l'éolien, le solaire photovoltaïque ou encore la rénovation énergétique dont notre ministre a fait part tout à l'heure. Les actions sont aujourd'hui concentrées sur la mise en œuvre de stratégies communes à l'export, des financements de projets transfrontaliers innovants et sur l'élaboration aussi, au-delà des scénarios que nous-mêmes nous avons faits à l'horizon 2030-2050, sur le partage de scénarios de moyen et long terme. Une dernière question, Bruno Légevin. Le programme Investissement d'avenir passe dans sa seconde phase avec PIA2. Que soutient exactement l'ADEME au travers de ce dispositif? Qu'est-ce que vous cherchez à mettre en avant? Qu'est-ce que vous cherchez à structurer? Les projets d'investissement d'avenir sont le corollaire et le complément de tout ce qu'on a dit pour favoriser l'innovation, pour accompagner l'ensemble des entreprises pour se mettre dans cette dynamique de la croissance verte, saisir les opportunités d'innover, de partager le risque avec l'État, d'être précurseur sur des marchés, des activités qui se déploieront progressivement en réponse aux défis énergétiques et environnementaux. C'est maintenant une vraie réalité puisque si on fait le bilan à 2014, c'est 172 projets lauréats qui ont été ainsi déjà aidés. Le montant, il commence à être significatif puisque c'est 1,274 milliard d'euros d'investissement sur un total de 4 milliards d'euros. Les entreprises bénéficiaires prévoient d'ailleurs un chiffre d'affaires induit de plus de 10 milliards d'euros à l'horizon 2020 avec une dizaine de milliers d'emplois directs. Cette démarche des investissements d'avenir, elle est essentielle pour travailler évidemment sur la compétitivité de demain. Les entreprises se préparent à travers l'innovation à être présentes sur des marchés que tous les grands partenaires de la France ciblent comme des espaces pour le futur de la concurrence internationale des technologies. Au-delà de ce PIA1, de ces investissements d'avenir, on rentre progressivement dans la deuxième période avec le PIA2, plus spécifiquement pour les énergies renouvelables. Un AMI d'ailleurs ouvert depuis un an et jusqu'en octobre 2015. Il cible plus spécifiquement les thématiques sur lesquelles des progrès doivent être impérativement faits. Il s'agit notamment de l'hybridation entre différentes ENR visant à l'évidence l'optimisation globale des solutions retenues avec une énergie garantie mais aussi à des moindres coûts, de l'intégration dans le bâtiment, de l'augmentation de la fiabilité pour le solaire thermique, de l'insertion dans le réseau électrique des démonstrateurs dans le domaine du froid renouvelable. Et j'ajouterai également quelques mots sur le domaine spécifique de la géothermie profonde
qui présentent, mais la ministre là aussi en a parlé, des potentiels en métropole ainsi qu'à l'outre-mer et à l'export, avec là l'objectif d'avoir des acteurs industriels qui se structurent pour chasser en mode, ce qui est une bonne chose, et des pouvoirs publics qui se mobilisent de leur côté pour leur apporter leur soutien. Et donc, si l'innovation technologique apparaît indispensable, elle s'avère souvent insuffisante si elle n'est pas couplée à une logique d'appropriation, ainsi sur les problématiques de changement de comportement, sur les problématiques organisationnelles, et l'engagement de tous les acteurs n'est pas forcément nécessaire pour faire émerger une innovation, mais en tout cas, on est sûr qu'elle est toujours pour pouvoir la développer, la multiplier à l'échelle de la société. Et donc, c'est en soutenant autant ces innovations que des changements de comportement qu'on pourra relever le défi de la transition énergétique. Merci Bruno Legevin pour ces quelques mots d'introduction de la table ronde. On reviendra vers vous après avoir écouté les autres intervenants. On reviendra surtout au cours de l'après-midi sur les différentes filières que vous venez d'évoquer. Pierre Bornard, vous êtes directeur général délégué de RTE, notre gestionnaire du réseau de transport d'électricité, haute tension. Mais en dehors de ça, vous avez d'autres casquettes. Vous êtes notamment président du conseil d'administration de ENSOE, qui rassemble les 41 opérateurs de réseau européens. C'est peut-être à ce titre-là qu'on va vous interroger en premier. Quel est le rôle de cette institution qui a été créée par l'Europe? Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement pour aider au développement des énergies renouvelables et à l'arrivée massive des énergies renouvelables sur les réseaux? Oui, bonjour à toutes et à tous. ENSOE, c'est une institution européenne qui a été créée par un paquet législatif en 2009 et qui est dotée par la loi européenne d'un certain nombre de responsabilités, notamment de rédiger tout ce qu'on appelle les codes de réseau, qui sont l'ensemble des règles techniques et commerciales pour produire, consommer, transporter et échanger de l'électricité. Et puis ENSOE a également une responsabilité de planification des grandes infrastructures et donc publie tous les 2 ans un plan d'investissement à 10 ans qui est très largement lié au développement des énergies renouvelables. ENSOE vient de publier son plan en 2014 qui prévoit sur les 15 ans à venir environ 150 milliards d'euros d'investissement dans les grandes infrastructures de transport d'électricité européenne, environ 50 000 kilomètres de lignes, de câbles souterrains, de câbles sous-marins, et dont une écrasante majorité va aider à l'intégration des renouvelables et de l'atteinte des objectifs de 2030. Vous venez de parler de 150 milliards d'euros, 50 000 kilomètres. Comment est-ce qu'on va financer tout ça en période de crise? Alors 150 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. On pourrait considérer que ça va peser au final sur la facture du consommateur domestique de l'ordre de 1 euro par mégawattheure, c'est-à-dire 0,5% pour un consommateur domestique. On pourrait, parce que de fait, ça va économiser 2 à 5 euros, donc entre 2 et 5 fois plus. Et donc, très clairement, toutes ces infrastructures sont des infrastructures rentables pour la collectivité. C'est une dépense qui, en échange, va rapporter de 2 à 5 fois le coût. Si on ne fait pas ces infrastructures, il est irréaliste de penser qu'on atteindra les objectifs qui ont été fixés par la Commission européenne. Les 27% d'énergie renouvelable en électricité, pour l'Europe, ça veut dire 45% d'électricité renouvelable à l'horizon 2030. Et sans les infrastructures, c'est impossible. Alors, je sais que c'est une idée encore très répandue en France, que les énergies renouvelables sont des énergies décentralisées et que vous n'avez plus besoin d'infrastructures. La réalité est malheureusement complètement différente. Et en Allemagne, on a oublié un temps, bien révolu maintenant, cette réalité. On a aujourd'hui à gérer une situation très difficile avec de l'énergie éolienne qui s'est développée dans le nord du pays, du photovoltaïque dans le sud, et des infrastructures insuffisantes entre les deux cette absence crée des dégâts économiques tout à fait considérables. Et d'ailleurs, le gouvernement allemand s'est engagé à marche forcée pour remplacer ça. Mais il n'y a pas que les infrastructures, c'est le hardware, et avec le hardware, il faut toujours du logiciel. Alors, puisque vous parlez de hardware et de logiciel, on va regarder votre 3e et 4e casquette. Vous êtes président de Powernext et vice-président du conseil de surveillance d'Epexpot, la bourse de l'électricité. Comment est-ce qu'on peut marier le cuivre de vos réseaux d'un côté, la souris de l'autre côté, les logiciels, pour avoir accès au marché en temps réel, pour arriver à développer massivement les énergies renouvelables en les plaçant au meilleur moment, à la fois pour votre réseau, mais à la fois pour la rentabilité économique des projets?
Je vais employer le bon vocabulaire, j'espère. Hein. Les énergies renouvelables ont une composante de variabilité qui est inhérente à certaines d'entre elles. Et cette variabilité, il faut aider à la gérer. Demander aux productions renouvelables de prévoir ce qu'elles vont faire le lendemain, on le fait relativement bien, mais avec une marge d'incertitude qui aujourd'hui est toujours importante. Et donc, il faut absolument que cette énergie qui est produite en temps réel, elle puisse être équilibrée, qu'elle puisse être gérée. Et pour ça, il faut des marchés d'électricité qui s'approchent le plus près possible du temps réel. Il faut développer des marchés infrajournaliers. Il faut développer des marchés qui permettent d'équilibrer des positions à 15 minutes du temps réel. Mais il faut aussi développer d'autres facteurs de flexibilité. Cette variabilité, c'est une contrainte technique et c'est comme ça. Il y a des solutions à ces contraintes. Et une des solutions qu'il faut absolument développer, c'est la flexibilité de la demande, la flexibilité de la consommation, qui peut être un excellent outil très compétitif pour s'allier à la variabilité de la production. Et pour ça, là encore, il faut définir des modèles de marché qui permettent à cette flexibilité d'être enfin rentable. Elle n'est pas rentable sur des tas de petits segments. Et j'ai beaucoup de sympathie pour toutes les expérimentations de smart grids qui sont faites ici ou là à coup de subventions et qui permettent de démontrer... Vous êtes dedans, pour certains des démonstrateurs. Vous êtes impliqué dans ces Oui, expérimentations. bien sûr, parce qu'il faut aider ces choses, mais il faut surtout les aider... Non, bien sûr sur l'aspect technologique, mais la technologie est d'ores et déjà suffisante, mais surtout pour trouver leur modèle économique qui va permettre de les développer à très grande échelle. Les expérimentations sont utiles, ce qui est fondamental, c'est d'avoir un développement à très grande échelle. Et ça, c'est en valorisant cette flexibilité à toutes les échelles de temps, partout où elle a une valeur pour le système électrique, qu'on va y arriver. Et c'est très important d'engager toutes les filières renouvelables dans le développement de ces services à l'ensemble du système électrique pour pouvoir finalement poursuivre leur croissance à rythme élevé. Est-ce que selon le vice-président du conseil de surveillance de la Bourse de l'électricité, on a aujourd'hui tous les outils à notre disposition pour créer un gigantesque marché pan-européen, infrajournalier, au quart d'heure près? Qu'est-ce qui nous manque pour placer les énergies renouvelables à un quart d'heure près? Il manque de mettre en place ce marché infrajournalier qui est un grand projet européen. Si j'étais mauvaise langue, ce que je ne suis pas, je dirais que contrairement à d'autres initiatives qui ont d'abord été régionales puis qui se sont étendues, les grands marchés infrajournaliers est une initiative européenne du type Big Bang. On va faire le même jour sur toute l'Europe, pour tout le monde, un grand marché infrajournalier au quart d'heure. Du coup, c'est un énorme projet avec une grande complexité informatique, mais aussi juridique et commercial. Et il y a quelques petits ratés à l'allumage, mais ce projet va arriver et je suis très confiant sur le fait qu'en 2017, on aura un marché de ce type-là. Merci Pierre Bornard. Clara Guémard, vous êtes présidente de GE France et comme je le rappelais tout à l'heure, présidente du Women's Forum for Economy and Society. L'activité industrielle de GE adresse de très nombreux secteurs dont j'imagine qu'ils sont finement et judicieusement choisis. Vous partez à fond sur l'éolien onshore. Est-ce que, pour vous, c'est un signe irréfutable de la maturité de cette filière? D'abord, General Electric, on essaye d'être présent dans tous les secteurs de production d'énergie et aussi de distribution d'énergie. Donc, j'allais dire que d'une certaine manière, nous sommes agnostiques, puisque nous sommes à la fois dans le gaz, dans le charbon, dans l'éolien, dans toutes les énergies renouvelables. Et bientôt, avec Alstom, on aura toute la combinaison optimale à offrir aux clients. Mais quand on regarde aujourd'hui le renouvelable, peut-être que les gens qui sont dans cette salle ne le savent pas, on est un des plus grands acteurs dans l'éolien. Et effectivement, on se lance dans l'alliance avec Alstom dans l'offshore wind. Je voudrais juste rappeler qu'on a inauguré notre 25e éolienne dans le monde. On a 40 000 gigawatts dans le monde et qu'on a des installations d'éoliennes dans 28 pays. Donc, c'est un secteur qu'on connaît bien. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'on essaye, je trouve que souvent on oppose
les énergies renouvelables et les autres énergies. Et en réalité, c'est vraiment un écosystème qu'il s'agit de mettre en place. D'abord parce que, qu'on le veuille ou non, le gaz et le charbon resteront des technologies, des apports d'énergie importants, et que la façon d'y répondre, c'est de faire en sorte que les énergies renouvelables, comme vous l'avez très bien souligné, qui sont pour l'instant intermittentes, mais on trouvera peut-être des solutions pour combler cette intermittence, doivent s'emboîter de façon intelligente avec les technologies du gaz. Donc on a produit en France une turbine dont la première sera faite à Bouchain, qui s'emboîte parfaitement avec les énergies renouvelables, puisqu'elle est capable de démarrer en 30 minutes, donc en très peu de temps, et donc venir s'adosser au réseau renouvelable. Et puis surtout, ce que je voudrais souligner, c'est que la véritable économie, elle est dans la gestion de la distribution, ce que font très bien des grands clients comme ERDF et GRDF, qui sont des très grands acteurs en réalité de la façon dont on pourra économiser l'énergie à l'avenir tout en apportant les besoins vitaux à la planète. Et je voudrais insister sur un dernier élément qu'on oublie souvent d'évoquer, alors qu'il est celui qui est le plus porteur à la fois de technologie et de meilleure gestion, d'efficacité énergétique et de protection de l'environnement, qui est tout ce qui est l'Internet industriel. Comment on peut capter, par exemple, nous on a un outil qui nous permet, qui est un logiciel qu'on appelle Power Up, et qui nous permet de savoir absolument en temps réel sur nos éoliennes comment elles tournent, quelles sont les performances de la turbine, comment ajuster le fonctionnement, comment ajuster en fonction des conditions météo, comment l'emboîter avec des turbines à gaz qui tournent ailleurs pour optimiser le réseau. Mon voisin, avec lequel on travaille beaucoup, a des solutions de software qui nous permet aussi de capter dans les réseaux la façon dont on peut distribuer l'énergie de la façon la plus optimale. Et puis le dernier élément que je voudrais évoquer, c'est toutes les technologies de stockage qui permettront à l'avenir de permettre aux énergies renouvelables d'être vraiment des énergies non plus intermittentes, mais des énergies durables et stables. Voilà, je voulais faire ce paysage puisque nous, en tant qu'industriels, ce que nous recherchons, c'est d'apporter à la fois la meilleure performance énergétique à nos clients, mais au meilleur coût, et surtout, ce qui veut dire avec la moindre consommation des énergies, quelle que soit leur source. Merci d'avoir évoqué ce couplage gaz-énergie renouvelable. Vous avez compris que l'intermittence, selon certains, la variabilité, selon d'autres, variabilité étant moins grave parce qu'on l'introduit dans le système. Donc merci d'avoir évoqué à Bouchain, donc c'est dans le Nord et avec EDF-EN, je crois que vous réalisez. Oui, on a lancé avec EDF un partenariat dès l'origine de la construction de cette turbine qui est fabriquée à Belfort. C'est la première fois qu'on associait un énergéticien avec nous pour fabriquer cette turbine. Elle sera inaugurée à Bouchain, enfin elle est déjà lancée, mais elle sera inaugurée finie en 2016. Et c'est vraiment une prouesse technologique puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'alliance entre permettre d'optimiser l'usage des énergies renouvelables en ayant en backup une turbine qui permette de réagir extrêmement vite aux variations de la météo. Alors le nerf de la guerre, comment est-ce que vous financez tout ça? Comment est-ce que vous financez tous vos projets? Est-ce que vous vous appuyez principalement sur des fonds de pension ou est-ce que vous avez aussi un mix de solutions de financement? Alors, non seulement on finance nous-mêmes notre recherche et développement, vous savez que développer des nouvelles technologies, ça demande beaucoup d'argent, mais surtout ce qu'on propose, puisque nous avons une partie de notre entreprise qui s'appelle GE Capital, on propose des financements à nos clients. Et je pense que c'est ça la solution d'avenir, c'est de permettre non seulement d'offrir des solutions à nos clients, d'offrir aussi des outils de big data et d'analyse qui leur permettent d'optimiser leur propre réseau, mais surtout aussi de leur apporter le financement pour équiper de façon de plus en plus
moderne, si je puis dire, mais le plus près de l'efficacité énergétique que leur réseau. Donc, c'est vrai que ça demande beaucoup de capacités financières. Une petite dernière question, Clara Guémard, ça ne vous a pas échappé, Jérôme Pécresse intervient dans la prochaine table ronde pour Alstom. Alors je ne suis pas naïf, on ne va peut-être pas avoir de scoop concernant votre deal, mais est-ce qu'on a une petite idée de la date d'approbation de votre deal et qu'est-ce que ça changerait sur le sujet des énergies renouvelables? Écoutez, le calendrier ne nous appartient pas, entre les mains des régulateurs. Vous savez qu'on doit passer devant plusieurs régulateurs, y compris la Commission européenne. Donc, ce qui est sûr, c'est que nous sommes prêts. On travaille main dans la main, évidemment, avec Alstom. On a toujours dit que c'était une alliance. C'est une vraie alliance, puisque Alstom, c'est 65 000 personnes. Chez nous, c'est 60 000 personnes. Donc, c'est une transformation pour le nouveau pôle énergétique. Le calendrier, malheureusement, on pense que je ne peux pas donner de date précise, mais ça sera aux alentours de juin-juillet. Vraie alliance pour couvrir tous les secteurs énergie renouvelable? Pardon? Vraie alliance pour couvrir tous les secteurs énergie renouvelable? Dans tous les domaines. Vraie alliance dans tous les domaines. Merci Clara Guémard. Bruno Bensasson, vous êtes président Énergie France et vice-président énergie renouvelable de GDF Suez Énergie Europe. Et il y a moins d'un mois, le groupe GDF Suez a annoncé un doublement de ses capacités énergie renouvelable en Europe. Alors cela contraste un petit peu avec une certaine période où votre ancien président trouvait que les énergies renouvelables, comment je vais dire ça, je cite, je crois entre guillemets, ne se développaient pas de la bonne manière. Alors aujourd'hui, quel mix énergétique fait consensus au sein de votre groupe et est-ce qu'on a trouvé la bonne manière de développer les énergies renouvelables? Alors, je dois d'abord vous dire que mon ancien président, c'est mon président. Jérôme Estrallet est président directeur général de GDF Suez. Isabelle Kocher a été nommée directrice générale déléguée il y a quelques mois. La position de GDF Suez, sous la conduite de Jérôme Estrallet, se structure autour de deux axes stratégiques: être l'énergéticien de référence dans les pays émergents et être le leader de la transition énergétique en Europe. Et effectivement, aujourd'hui, 2/3 de notre puissance électrique installée est hors d'Europe. Dans ce champ, GDF Suez accorde une grande importance aux renouvelables et sous toutes leurs formes, puisque nous sommes un acteur de l'électricité renouvelable, mais nous sommes aussi un acteur de la chaleur renouvelable dans nos réseaux de chaleur, et nous entendons être, et de plus en plus, un acteur du gaz renouvelable, du biogaz. Dans l'électricité renouvelable, elle représente d'ores et déjà près de 20% de notre puissance installée à travers le monde, 15-20%. Et elle est en croissance à bon rythme, puisque nous avions fixé un objectif de croissance de 50% entre 2009 et 2015, nous allons le tenir. Et comme vous le rappeliez, nous nous sommes fixés récemment un objectif de doublement, de poursuite à bon rythme entre 2015 et 2025. Ceci, s'agissant de l'Europe, se fera dans les différentes filières technologiques. Nous sommes présents et très présents dans l'éolien terrestre, puisque nous sommes le premier acteur français de l'éolien terrestre. Donc nous entendons accélérer dans l'éolien terrestre et le solaire. Nous entendons également conforter nos positions dans l'hydroélectricité, grande énergie renouvelable. Nous entendons prendre pied dans l'éolien maritime, puisque nous avons remporté récemment le deuxième appel d'offres. La ministre Ségolène Royal le rappelait. Et puis enfin, nous entendons innover dans une série de domaines, domaines des renouvelables. Alors, il y a eu récemment l'annonce dans le domaine de l'hydrolien, puisque nous avons été un des lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt, mais ce n'est pas le seul domaine. Il y a également l'innovation dans le biogaz, dans la façon d'articuler le solaire et le digital, dans la façon de financer ceci de façon plus participative. Donc, beaucoup d'innovations. Et puis, en termes géographiques, nous sommes aujourd'hui présents dans une dizaine de pays, avec des belles positions, en particulier en France, en Belgique et au Portugal. Nous entendons accélérer dans les autres pays. Comment est-ce que vous arbitrez entre les filières la baisse régulière des prix des énergies renouvelables qu'on a déjà évoqué, Bloomberg nous l'a rappelé tout à l'heure, vous incite à arbitrer de quelle manière? Quelles sont les priorités pour la utility que vous êtes?
Globalement, GDF Suez, à travers le monde, entend répondre aux attentes de ses clients, ce qui est de bonne administration dans les affaires. Et donc, les attentes de nos clients, elles sont variées. La transition énergétique dans les pays émergents, cela consiste à accompagner leur transition économique. Et à chaque fois que nous pouvons le faire avec des énergies renouvelables, nous le faisons. Parfois, c'est aussi avec du charbon ou du gaz, que nous tâchons de faire aussi propre que possible. Mais nous avons des grands projets de géothermie en Indonésie. On a remporté récemment un très gros projet solaire au Maroc, en Afrique du Sud. Beau projet éolien au Maroc. Donc, on fait des renouvelables à travers le monde. En Europe, les renouvelables, dans un marché électrique en surcapacité, c'est la seule chose qui se développe. Donc, nous accompagnons les objectifs ambitieux pour 2020 et pour 2030. La ministre a fixé le cap. Donc, nous les accompagnons dans des architectures de marché qui sont renouvelées pour être plus durables. Mais en tant qu'investisseur, ça nous paraît sain. Ligne directrice européenne, quelle est votre position sur l'évolution des mécanismes de soutien aux filières énergies renouvelables ? GDF Suez, et c'est peut-être à ça que vous faisiez référence, a pris des positions remarquées avec une dizaine d'autres électriciens pour signaler que les marchés européens de l'énergie, en particulier de l'électricité, ne fonctionnaient pas bien, et a demandé 3 choses: que la lutte contre le changement climatique soit vraiment traduite dans le marché avec une hausse du prix du CO2, que l'objectif de sécurité d'approvisionnement soit vraiment traduit dans les architectures de marché avec la mise en place de mécanismes de capacité, et qu'enfin, l'objectif de compétitivité soit lui aussi vraiment traduit dans les architectures de marché. Et d'une certaine façon, les choses vont clairement dans le bon sens. J'espère que nous les aurons inspirés un petit peu, mais ces lignes directrices vont dans le bon sens puisqu'elles permettent aux énergies renouvelables de trouver une forme de soutien. Il y a besoin de les soutenir encore, mais qui soit vraiment durable, et durable en particulier au plan climatique, au plan de la sécurité d'approvisionnement et au plan de la compétitivité. Avec des appels d'offres, mais ça, je dirais que ce n'est pas une totale novation, puisque en France, pas loin d'ici, on fait déjà des appels d'offres pour le solaire, pour la biomasse, pour l'éolien maritime. Bon, il faut en faire pour l'éolien terrestre, à côté éventuellement des guichets ouverts, ça sera possible. Et des appels d'offres pour quoi? Des appels d'offres pour des mécanismes un petit peu plus exposés au marché. Ceci dit, le gouvernement français a opté pour ce qu'on appelle dans le jargon technique des primes ex post, qui ne devraient pas effrayer les investisseurs, en tout cas qui ne nous effraient pas du tout. Et à la fin des fins, ce qui importe pour le développement des renouvelables, c'est pas tellement de savoir si c'est des appels d'offres ou des guichets ouverts, pour des primes ex ante ou ex post, ce sont les ambitions en termes de volume. Et là, les volumes annoncés, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, restent très ambitieux. Notre intention, c'est d'accompagner la croissance des renouvelables dans ces pays. Merci Bruno Bensasson. Jean-Michel Mazalra, vous êtes président directeur général de Dalkia, la branche efficacité énergétique, services énergétiques, réseaux urbains, etc. du groupe EDF. On parle beaucoup d'électricité, on a beaucoup parlé d'électricité là depuis ce matin et cette table ronde. On vient d'évoquer un petit peu la chaleur et pourtant c'est l'enjeu majeur. Alors quelle perspective vous ouvre cette grande loi de transition énergétique, notamment sur la partie chaleur renouvelable? C'était évidemment... bonjour mesdames, messieurs d'abord, soyons... Et puis ne concluez rien du fait qu'on se séparait avec Pierre Bornard dans cette table ronde, ne concluez rien. Mais c'est vrai que je représente ici essentiellement la composante thermique, et quand la ministre parle de chaleur renouvelable, il est évident que Dalkia se sent extrêmement concerné. Tout le monde ici sait ou doit savoir que les usages thermiques dans l'habitat représentent pratiquement plus de 70% du mix. Et c'est donc très important de progresser sous 2 façons. Premièrement, par l'efficacité énergétique, par les économies d'énergie, et deuxièmement, par le verdissement du mix. Alors, pour ça, Dalkia est très impliqué dans un certain nombre de solutions.
Une des solutions aujourd'hui les plus importantes mises en œuvre, et la ministre en a parlé, ce sont les réseaux de chaleur. Les réseaux de chaleur d'aujourd'hui et les réseaux de chaleur de demain. Alors, sur les réseaux de chaleur d'aujourd'hui, c'est un formidable outil pour verdir l'énergie distribuée à nos clients. Verdir cette énergie, ça veut dire en fait baisser les prix pour l'usager final. Et c'est un formidable moyen pour capter les énergies du territoire. Alors les énergies du territoire qui nous permettent donc de verdir ce mixte, c'est quoi? C'est bien sûr les centrales biomasse, mais c'est aussi le raccordement à des centrales d'incinération. C'est aussi la récupération d'énergie fatale, enfin j'aime pas beaucoup ce mot, enfin disons d'énergie perdue, pas encore récupérée, et par exemple l'énergie qui est produite par des data centers, on fait tout ça, on fait aujourd'hui tout ça en France. C'est bien sûr la géothermie. On a ici actuellement en forage, Dalkia actuellement en forage à Bagneux, un certain nombre de puits. Et j'inaugurais il n'y a pas longtemps à Créteil une installation géothermique qui, boostée par des pompes à chaleur haute température, permet de encore verdir plus le mixte. Donc c'est une composante très importante aujourd'hui des actions de Dalkia et de verdissement de notre mixte et de baisse des prix des énergies à l'usager final. La ministre a insisté sur cette notion de baisse des prix. Qu'est-ce que pourraient être ces réseaux de chaleur de demain? Ça, en complément aux besoins de gestion des énergies variables, intermittentes, enfin je ne sais plus très bien quel est le bon variable terme. C'est beaucoup plus facile de stocker l'énergie thermique, que ce soit de la chaleur et que du froid. Et donc demain, dans ce qu'on peut appeler la boucle locale d'énergie, les réseaux de chaleur seront une composante de stockage en complément des réseaux intelligents. La deuxième composante dans laquelle Dalkia se sent extrêmement impliqué, c'est l'efficacité énergétique. Alors, sur l'efficacité énergétique, on a développé toute une gamme de moyens, des moyens contractuels, les contrats de performance énergétique, et on a aussi beaucoup investi ces derniers temps dans des moyens de commande à distance. Clara Guémard citait le fait qu'elle monitorait les éoliennes. Bien, sur les territoires de Dalkia, nous monitorons sous des espèces de centres de contrôle l'ensemble de nos installations thermiques, que ce soit des grandes centrales biomasse ou des petites chaufferies de quartier. Et cet suivi en temps réel, ce pilotage en temps réel, nous permet encore de faire des économies d'énergie et de les rendre aux clients. Voilà les grandes composantes de notre action. Merci d'avoir parlé de l'efficacité énergétique, sujet sensible à l'ADEME, bien évidemment. C'est l'une des grosses missions de l'ADEME. Et puis, vous le savez tous, on a beau être aujourd'hui dans un colloque qui parle d'énergie renouvelable. Si Jean de La Fontaine avait été parmi nous aujourd'hui, il nous aurait commis une petite fable dont la morale aurait été « Rien ne sert de produire, il faut consommer à point ». Alors le Dalkia, on est dans une table ronde Europe. Le Dalkia du groupe EDF va partir à l'international, peut-être en concurrence avec l'ancien Dalkia, enfin je ne sais pas si le terme existe toujours, mais on va appeler ça l'ancien Dalkia du groupe Veolia. Quelle est votre ambition à l'international? Comment est-ce que tout ça va se structurer? Alors, rouvrons pas les chapitres de l'histoire, c'est passé, ce film-là est terminé, une nouvelle histoire commence. Donc pour le nouveau Dalkia, effectivement, il s'agit de rebondir à l'international. Bon, certains ici savent que j'ai fait une partie de ma carrière justement à l'international, et je pense que je peux témoigner du formidable savoir-faire français globalement dans les domaines d'énergétique et d'efficacité énergétique. Il y a des pays dans lesquels ça peut s'appliquer formidablement. Alors je pense à 3 grandes zones. Les États-Unis, parce que les États-Unis sont beaucoup moins interconnectés que l'Europe, et qu'il y a un très grand appétit pour mixer énergie verte et efficacité énergétique. La Chine, bien sûr, parce qu'elle est confrontée à des problèmes environnementaux majeurs, et qu'un des moyens de résoudre ces problèmes environnementaux, c'est très clairement l'efficacité énergétique. Et puis nos pays d'Europe continentale qui ont rejoint l'Europe communautaire il y a déjà une dizaine d'années, et dont une partie a pris beaucoup de retard et qui ont aujourd'hui une intensité énergétique et des niveaux de pollution complètement anormales.
Et le savoir-faire français, là, peut être un formidable accélérateur et on a donc une très grande capacité de rebond dans ces pays. Une toute petite dernière question. L'argent tourne plus difficilement ces temps-ci. Même question qu'à Clara Guémard tout à l'heure. Comment est-ce que vous faites pour financer tous vos projets? Alors, je vais faire presque la même réponse que Clara Guémard. Bon, bien sûr, il y a un certain nombre de nos projets et tous nos projets d'investissement sur nos capacités techniques et sur le développement de nos offres clients sont financés en fonds propres. Ensuite, on a une très très forte capacité d'ingénierie contractuelle au sein de Dalkia et donc on a toute une bibliothèque de contrats très différents qui s'adaptent en fait à chaque appel d'offres ayant souvent ses spécificités. Bien sûr, je voudrais rappeler que la composante subvention est extrêmement importante, que ce soit en France et en particulier, je voudrais saluer Bruno Legevin le sait, à quel point on apprécie l'action de l'ADEME pour venir compléter le tour de table pour aider les collectivités locales à mettre en place des solutions. Mais aussi, côté européen, puisque c'était une partie de votre question, il est clair que les besoins d'investissement auxquels sont confrontées les grandes municipalités, je pense en particulier aux Balkans, vont avoir besoin d'acteurs industriels qui pourront gérer de façon efficace les fonds européens et les fonds structurels. Et puis enfin, c'est pour ça que je faisais allusion au parallélisme de réponse avec Clara Guémard, le groupe EDF est en train de monter un fonds spécialisé dans la transition énergétique avec Amundi. Merci Jean-Michel Mazalra. Arnaud Mine, président de Serre Solaire, la branche solaire du syndicat des énergies renouvelables, président d'Urbasolar, administrateur et actionnaire de Cilia, qui a repris, on pourrait presque dire sauvé, l'usine Bosch de Vénissieux. J'ai noté tout à l'heure que le point numéro 2 présenté par Ségolène Royal concernait l'appel d'offres 100 à 250 kW que tout le monde attend. Beaucoup d'acteurs m'en parlaient à l'heure du déjeuner. Tout le monde attend la sortie et j'ai noté dans les prochains jours. Alors, est-ce que l'avenir du photovoltaïque, au moins en France pour l'instant, avant de parler de l'Europe, risque de s'éclaircir un peu? Disons que je ne veux pas être l'esprit chagrin de la salle, mais pour convaincu que soit la ministre de façon indubitable sur le nécessaire développement des énergies renouvelables, en ce qui concerne la filière photovoltaïque, le compte n'y est pas. La filière photovoltaïque française, avec ses outils industriels, avec ses acteurs qui ont des offres originales, a besoin de façon, et nous l'affirmons de façon constante, d'un volume de marché intérieur minimum et que nous estimons à environ 1 gigawatt. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? L'appel d'offres pour les grandes puissances qui est ouvert, qui est en cours, a été décalé de presque 8 mois. C'est-à-dire que c'était un appel d'offres annuel et puis c'est devenu un appel d'offres. L'espace entre deux appels d'offres a été de presque 2 ans. L'appel d'offres pour les puissances intermédiaires de 100 à 250 kW qui était supposé, je me souviens très très bien, il y a 2 ans, c'était annoncé comme devant être un dispositif souple et constant et pérenne et visible pour les entreprises avec cette procédure d'appel d'offres et avec des modalités de réponse très souples. Et bien finalement, il y a eu un moratoire qui ne se dit pas. C'est-à-dire que depuis 1 an, il n'y a plus d'appel d'offres simplifié, donc ça va redémarrer, mais ça devait déjà être le cas en septembre, et puis maintenant nous sommes en février. Donc voilà, c'est bien que ça redémarre, mais ça arrive un petit peu tard. Et puis, Madame la Ministre a aussi parlé du tarif T4, de façon évidente, et tout le monde le sait, l'évolution du tarif guichet pour les puissances de moins de 100 kW subit la décroissance du tarif est basée sur des éléments qui n'ont absolument aucune consistance, qui sont l'entrée en file d'attente pour des projets dont le taux de mortalité est considérable. Donc voilà, il est vraiment temps de remettre à plat le mécanisme tel qu'il existe, les mécanismes tels qu'ils existent, et de faire entrer un peu de raison, car la filière photovoltaïque pêche par une espèce de malédiction qui subsiste depuis la période du moratoire de 2010. Quels pourraient être les atouts et les attraits qui sauveraient cette filière photovoltaïque? On me dit
dire de banquier, pas dire de développeur, pas dire de promoteur à tout craint de la filière photovoltaïque, mais on me dit que des projets pourraient se signer à moins de 90 € par mégawattheure. Je parle bien d'énergie, là, d'énergie sortant des projets. Donc il y a vraiment cette décroissance des coûts. On a vu les transparences ce matin. Il y a presque une loi de Moore de la décroissance des coûts du photovoltaïque. Est-ce que ça sera suffisant pour sauver? Oui, alors il y a une réalité qui s'exprime par l'explosion du marché au niveau mondial. Le photovoltaïque, c'est une forme de production d'électricité qui est dans bien des cas absolument compétitive. Et en France, puisque nous parlons de la France pour le moment, c'est vrai qu'on dit, dans tous les débats parlementaires et au Sénat, notamment en ce moment, on dit le photovoltaïque, oui, mais enfin quand même ça coûte cher, et puis la CSPE, il faut absolument limiter l'impact sur la CSPE. Et en gros, le photovoltaïque est montré du doigt comme étant une des sources principales de renchérissement de la CSPE. C'est absolument faux, c'est tout simplement faux. Il faut distinguer différentes choses et certains s'ingénient à mélanger. Certes, la filière photovoltaïque, dans la phase de tarifs élevés, à savoir avant moratoire, a coûté et coûte cher. Ça a été un choix politique que de promouvoir cette technologie par un tarif élevé. Pour mémoire d'ailleurs, initialement en 2006, le tarif a été décidé à hauteur de 60 centimes le kilowattheure, alors que le syndicat demandait 30 centimes. Donc nous ne sommes même pas générateurs de ce défaut originel. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il faut distinguer vraiment deux choses. Le photovoltaïque produit par des centrales, typiquement au sol, d'une certaine puissance. Et il faut constater que le dernier appel d'offres, appelé Creux 2, a déclaré lauréat des projets pour lesquels le coût du kilowattheure descendait jusqu'à 90 € le mégawattheure, effectivement, et c'était entre 90 et 105 à peu près. Mais en intégrant de l'innovation, en intégrant des qualités telles que des contenus CO2 faibles, donc avec un certain nombre de critères qui sont facteurs de léger renchérissement. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, le kilowattheure photovoltaïque produit par ces centrales-là est tout à fait comparable au tarif, par exemple, du kilowattheure éolien, tel qu'il est quantifié par les tarifs d'achat qui existent. Donc voilà, dans le photovoltaïque central au sol, c'est quelque chose qui produit un kilowattheure qui n'est pas particulièrement onéreux. Alors il y a une chose qui est très différente, c'est les centrales sur toiture. Et les centrales sur toiture, là, c'est vrai que le développement des centrales sur toiture a besoin aujourd'hui en France d'un tarif d'achat un peu plus élevé, mais on parle de deux choses radicalement différentes. Il s'agit d'énergie décentralisée, il s'agit d'énergie distribuée, et clairement, le mécanisme de la CSPE ne reflète pas réellement le coût pour la collectivité, le coût réel de ce tarif d'achat. Voilà, donc, et de façon constante d'ailleurs, ce qui se passe dans la filière photovoltaïque, c'est que c'est une filière qui évolue tellement vite, à la fois amélioration des technologies, baisse des coûts, que finalement, l'incohérence à laquelle nous devons faire face, c'est toujours une déconnexion entre la gouvernance de la filière et les mesures d'encadrement et d'incitation, et puis la réalité du marché. Et typiquement, tout à l'heure, monsieur, vous disiez que les réseaux de transport, c'est un sujet, mais clairement, le mécanisme de la CSPE, en ce qui concerne en tout cas cette énergie décentralisée, c'est aussi un autre sujet. C'est tout simplement inadapté au photovoltaïque. Et finalement, le développement du photovoltaïque, un de ses principaux problèmes, c'est que ça demanderait qu'autour de la technologie photovoltaïque, l'ensemble du panorama, l'ensemble des dispositifs, l'ensemble des acteurs évoluent à la même vitesse, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Dernière question, parlons un peu export, et notamment export, pourquoi pas à partir de plateformes en différents points du globe que sont les départements d'outre-mer, pays béni des dieux pour les énergies renouvelables et pays très bien implantés pour faire valoir les entreprises françaises dans différentes zones de la Sun Belt, par exemple. Oui, alors la filière photovoltaïque européenne existe, la filière photovoltaïque française existe, avec une offre industrielle, avec des usines, avec des produits. Et tout ça doit s'exporter. Il faut que nous allions à la conquête des marchés internationaux. C'est notre futur, c'est notre présent d'ailleurs. Et pour ça, un certain nombre de points sont nécessaires. Alors, d'abord les DOM. On a parlé des DOM, Madame la Ministre a parlé des DOM, vous parlez des DOM. Bien sûr, c'est un terrain de jeu évident pour les énergies renouvelables en général et le photovoltaïque en particulier. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les DOM sont équipés, ont été rééquipés en centrales de production d'électricité classiques.
Et que donc aujourd'hui, il nous est expliqué de façon très claire qu'il n'y a pas de place pour les énergies renouvelables dans les DOM, en tout cas pas plus. Le marché des DOM est saturé pour le développement des énergies renouvelables et c'est un problème très, très concret auquel nous sommes confrontés. C'est-à-dire, on nous dit, en gros, passez votre chemin, enfin, il n'y a pas besoin d'électricité supplémentaire. Bon, pour autant, il est évident que ces énergies renouvelables et le photovoltaïque doivent se déployer à l'international. Nous avons toutes les technologies disponibles, les entreprises, les grands groupes certes, mais aussi, il ne faut pas les oublier, les PME, les ETI, dont certaines sont de véritables pépites et possédant des technologies qui peuvent se déployer très largement. De façon constante, ce que nous disons aujourd'hui, et il semblerait que nous commencions à être entendus et nous en sommes ravis, c'est que finalement, quand nous arrivons dans un certain nombre de pays, les besoins sont là, notre technologie est reconnue, nos entreprises sont attendues. L'outil essentiel, c'est le financement de ces infrastructures qui sont très capitalistiques. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, nos amis et collègues allemands, japonais, des États-Unis d'Amérique, voire chinois, arrivaient avec dans leur besace une offre complète intégrant le financement de leur offre technologique, ce qui n'était pas du tout notre cas. Et les discussions d'aujourd'hui avec l'AFD, Proparco, la BPI, j'espère bien, vont aboutir au fait que nos entreprises pourront avoir une égalité de chance pour se déployer à l'international, car c'est un challenge absolument essentiel pour nous. Donc je le répète, 2 choses. Un marché intérieur qui doit être d'1 giga, un soutien de nos industries, et puis un déploiement à l'export qui est absolument indispensable. Merci Arnaud Mine. Pierre-Emmanuel Noël, vous êtes fondé de pouvoir principal Europe occidentale à la BEI, la Banque européenne d'investissement. Vous êtes finalement assez discret médiatiquement, peut-être à part vos gros emprunteurs, dont certains sont à cette table ronde. On verra si vous nous donnez les noms ou pas. Alors, en 3 mots, qui est la BEI? Que faites-vous exactement? Oui, merci Philippe. Alors, la finance, on le sait, c'est l'un des 4 piliers de l'agenda du changement climatique. Et on le sait aussi, l'Europe est au cœur de ces enjeux. Donc, à double titre, je pense, la Banque européenne d'investissement est pertinente dans ce panel. Et je vous remercie pour cette invitation. En 2 mots, qu'est-ce que c'est la Banque européenne d'investissement? Alors, c'est une institution européenne qui a été créée par le traité de Rome. Et si j'ose cet oxymore, c'est une banque sans but lucratif. C'est-à-dire que c'est une banque qui finance des projets spécifiques. C'est une banque qui se finance sur les marchés des capitaux. Je vais vous apprendre quelque chose, sans doute à tous dans cette salle. La BEI est le plus grand émetteur obligataire du monde. Donc aucun gouvernement, aucune multinationale, aucune banque n'émet plus d'obligations annuellement que la BEI. Et parmi ces obligations, je voudrais aussi signaler le fait que nous avons créé la notion de green bonds. Ce matin, Michael Limreich a mentionné l'importance et l'intérêt de ces green bonds justement pour le financement des filières de renouvelables. Eh bien, la BEI a eu l'honneur d'être le premier émetteur de green bonds au monde et nous sommes encore un des plus gros émetteurs, si pas le plus gros émetteur au monde, d'obligations de ce type. Plus gros que la Banque mondiale? Plus gros que la Banque mondiale. D'ailleurs, là aussi, un petit correctif, je vais aussi vous apprendre peut-être quelque chose à cet égard. La BEI, c'est 2 ou 3 fois la Banque mondiale en volume annuel de financement. C'est 8 fois la BERD. En fait, c'est le plus gros AFI du monde, le plus gros multilatéral du monde. IFI pour nos interprètes. International Financing Institution. Donc, ce sont toutes ces banques internationales ou régionales qui financent, donc des banques publiques, mais au niveau régional ou international. Je suis désolé pour ce petit moment publicitaire et je vous le répète, nous sommes sans but lucratif, nous sommes là justement pour soutenir des projets, notamment comme les vôtres. Donc ça fait de nous quand même un acteur majeur dans le financement des énergies renouvelables et sur les 70 à 80 milliards d'euros annuels que nous prêtons de par le monde, 90% dans l'Union européenne, à peu près 10 à 15 milliards sont spécifiquement alloués aux énergies renouvelables. En France, parce que c'est ça qui vous intéresse, qu'est-ce que la BEI fait en France concrètement? Eh bien, on prête, bon an, mal an, 8 à 10 milliards d'euros pour la France. Et sur ces 8 à 10 milliards d'euros, il y a évidemment une part non négligeable qui va aux énergies renouvelables et au secteur énergétique en général. Et je vais vous donner des preuves concrètes que je ne vais pas aller chercher très loin puisque je suis bien entouré aujourd'hui. D'abord, l'interconnexion. On a dit que l'interconnexion, c'était indispensable pour le développement des renouvelables. Et RTE, je pense, a pu
bénéficié des financements BEI, puisque nous avons, entre autres choses, financé l'interconnexion franco-espagnole, comme vous le savez bien. Entre Perpignan et Figueras, une des lignes les plus chères du moment, on va dire ça comme ça. Oui. C'est une appréciation. Je vous laisse Si, la je crois, responsabilité. il me semble. Bon. Il a besoin de 150 milliards d'euros, donc c'est pas fini. Donc, on a prêté à RTE. J'ai eu la chance l'année dernière de réaliser le plus gros prêt de l'histoire de la BEI et de l'histoire de tous les AFI, 1,5 milliard de pounds pour National Grid, qui est donc le RTE britannique, et essentiellement pour des investissements, un programme d'investissement d'intégration des énergies renouvelables dans le grid. Donc tout ça est très important. On finance aussi bien sûr les filières d'énergie renouvelable. Alors je prends un exemple, la biomasse, parce qu'on parle toujours du photovoltaïque et de l'éolien, pas assez de la biomasse, quelqu'un l'a mentionné ce matin. J'ai eu la chance de développer 3 enveloppes autour de ce sujet, une avec Dalkia, une avec GDF que j'espère signer dans les tout prochains jours ou semaines, et enfin une enveloppe nationale qui couvre donc le bois énergie, les réseaux de chaleur et également la méthanisation, qui est un sujet très intéressant et quand même assez compliqué en Europe, avec des approches très différentes d'un pays à l'autre. Alors dommage que Madame la Ministre soit partie, parce que je comptais lui glisser un petit compliment, puisque parmi nos interventions, nous avons aussi des dispositifs régionaux. Donc elle était la première, Madame Royal, à mobiliser la Banque européenne d'investissement au niveau de la région Poitou-Charentes pour financer avec les réseaux bancaires locaux les filières d'énergie renouvelable. Et cet exemple a été suivi puisque nous avons des enveloppes de ce type, donc régionales, avec un abondement quelquefois en garantie par le Fonds régional de garantie, en région Aquitaine, en région Centre, en région Midi-Py, en Languedoc-Roussillon, et je pense que d'autres régions devraient suivre très prochainement. Est-ce que c'est une forme de mutualisation qui vous permet, au travers des banques de réseau avec lesquelles vous contractualisez, de financer des projets plus petits? Parce que d'après ce qu'on entend, vous financez en dessous de 200 millions, s'abstenir avec vous. Exactement, oui, c'est tout à fait ça. Donc, en effet, on essaie de financer tout le spectre. Le problème, c'est que les petits projets, nous ne sommes pas équipés, nous sommes 2000 personnes et ce n'est pas grand-chose pour brasser les volumes que j'ai mentionnés précédemment. Donc, pour les projets en général de moins de 200 millions d'euros de coûts d'investissement, on s'appuie sur des banques commerciales, c'est-à-dire qu'elles prennent le risque des projets et nous amenons le refinancement derrière, ce qui permet quand même aux porteurs de projets de bénéficier de financements longs à des conditions planchers, puisque, encore une fois, nous sommes sans but lucratif, donc notre AAA nous permet de lever des fonds à très bas coût et nous rétrocédons cet avantage financier aux bénéficiaires finaux, moyennant une marge de risque. Donc ça, c'est pour l'activité de la BEI en France, et ça représente donc des montants quand même assez considérables. Et je voudrais vous dire un mot du plan Juncker, si j'en ai le temps. Vous en êtes bientôt. Oui, vous avez le temps. Vous êtes en passe de devenir le coordinateur de ce plan Juncker. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Voilà. Alors, M. Juncker est connu pour 2 choses. Pour des affaires fiscales sur lesquelles je ne veux pas m'étendre et pour surtout le fait que depuis qu'il est président de la Commission européenne, donc il a lancé une initiative keynésienne de relance économique par l'investissement public et privé dans les infrastructures, ce qui est une excellente idée. Et comme la Banque européenne d'investissement, c'est le bras financier de l'Union, la BEI donc est chargée de mettre en œuvre cette initiative, ce plan Juncker. Comment est-ce que ce plan Juncker va fonctionner? Alors il y a un nom un peu technocratique, le Fonds européen d'investissement stratégique. Ça, c'est le terme juridique par lequel on décrit ce plan Juncker. En réalité, concrètement, ce plan va se faire sur le bilan de la Banque européenne d'investissement, c'est-à-dire que nous avons comme mission de développer nos activités, d'amplifier nos activités, et ça va peut-être intéresser certains d'entre vous, de prendre plus de risques, parce qu'on dit toujours que les banques sont frileuses dans le secteur des énergies renouvelables, on entend ça assez souvent, les banques n'y vont pas, les banques sont frileuses, et bon, la BEI, pour rester AAA, se doit de faire quand même attention un tout petit peu où elle prête son argent. Sinon, on dit que les banquiers font des bêtises, et ce n'est pas bien non plus. Donc, ce plan Juncker, c'est une garantie que la Commission européenne accorde à la BEI en regard d'un portefeuille qui est à créer, un portefeuille de financement pour toute une série d'activités. Alors, de quoi s'agit-il? Il y a eu ce qu'on appelle la liste Juncker, c'est-à-dire qu'on a demandé aux États membres de remettre une liste, une shopping list de toute une série de projets pouvant potentiellement bénéficier de ce plan Juncker. Alors bien sûr,
On a eu 2000 projets à peu près remis par les États membres pour un montant de 1300 milliards d'euros. Inutile de dire que tout ne se fera pas et tout n'est pas très sérieux. Mais enfin, il y a quand même dans ce total pas mal de projets énergétiques. Et c'est assez intéressant d'ailleurs par parenthèse de constater les approches différentes d'un État membre à l'autre. Donc les Allemands, les Britanniques et les Néerlandais ont mis très en avant dans cette liste Juncker les projets d'énergie renouvelable. Par exemple, en Grande-Bretagne, rien que pour la biomasse, on parle de 8 milliards de pounds. D'accord ? Plusieurs dizaines de milliards pour l'éolien offshore sur ces 3 pays. Par contraste, en France, finalement, pas grand-chose. On parle d'efficacité énergétique dans les bâtiments publics, mais assez peu de projets d'énergie renouvelable, ce qui n'est pas grave parce que cette liste est indicative. C'est quelque chose qui n'est pas toujours très clair quand on lit la presse. C'est une liste qui est une recension, c'est un inventaire à la Prévert, mais elle n'est en aucun cas liante, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc, bien heureusement, il sera encore temps pour soumettre des projets d'énergie renouvelable, quand bien même ils ne seraient pas repris dans cette fameuse liste. C'est le message que vous lancez aux porteurs de projets aujourd'hui ? Voilà, je lance ce message. Alors, la BEI, bien sûr, ce plan Juncker, elle le fera avec les mêmes contreparties, les mêmes équipes techniques et économiques, et en appliquant les mêmes méthodologies, parce que nous prendrons plus de risques, nous pourrons peut-être prendre des participations en fonds propres, ce qui est très important dans le domaine des énergies renouvelables, faire des prêts subordonnés, participer à des fonds d'investissement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans la prise de risque, mais nos critères d'évaluation environnementaux, techniques et économiques resteront les mêmes. Alors, si vous êtes intéressé, sur notre site web, les critères de prêt de la BEI pour le secteur de l'énergie sont explicités. Il y a un document de référence que je vous invite à consulter. Je vais vous en donner 2-3 éléments saillants très rapidement, et j'en terminerai par là. Alors, la BEI est neutre quant au bouquet énergétique des États membres. Donc ça, c'est quelque chose de très clair. Mais nous avons des politiques par filière, nous avons des benchmarks, nous avons des comparateurs. Et on a parlé beaucoup ce matin du Levelized Cost of Electricity. Je ne sais pas s'il y a une traduction française précise. On dit le LCOE en France. Voilà, bon, c'est facile. Donc, notre benchmark, c'est 100 € par mégawattheure. On considère qu'une filière d'énergie renouvelable qui produit son mégawattheure au-delà de 100 € a un problème dans son équation économique, et ce sont des projets qui ne sont pas éligibles pour nous. Je m'empresse évidemment de nuancer ce que je viens de dire. Je parle là des filières qui sont considérées comme mûres, c'est-à-dire le photovoltaïque et l'éolien onshore. Bien sûr, pour l'éolien offshore, on lève ce plafond. Dans ces 100 € par mégawattheure, vous tenez compte du raccordement électrique ? Oui, on tient compte aussi, dans une certaine mesure, du raccordement, du prix du carbone. On a tout un calculus économique assez sophistiqué en la matière. Voilà, donc, alors, il y a aussi des nuances à apporter pour justement la méthanisation. C'est un sujet qui m'intéresse, qui est compliqué parce qu'il y a eu des modèles, par exemple en Allemagne, on a fait des méthanisations de grande taille. Donc on a eu des projets purement financiers qui se sont montés, qui ont profité de tarifs très incitatifs et qui ont donné lieu donc à un détournement par exemple de plantations de maïs pour aller directement dans les méthaniseurs avec des profits importants pour des financeurs. Ceci n'est pas un modèle que nous favorisons, mais la micro-méthanisation, comme on la voit quelquefois en France, à échelle trop petite, donc, peut aussi soulever différents problèmes techniques et de viabilité économique. Peut-être qu'il y aurait là, entre les deux, une taille critique à trouver. Peut-être que la courbe des tarifs incitatifs devrait être revue afin justement de favoriser les projets qui ont la bonne échelle. Et je termine par un petit commentaire connexe. Donc on parle des filières d'énergie renouvelable, on parle de la connexion. Il y a aussi l'aspect de stockage. Et là, il y a des projets très intéressants qu'on voit arriver, puisque... Alors, j'avais écrit intermittence, mais donc je parle de variabilité, donc pour compenser cette variabilité des énergies renouvelables, pour ne pas que Jean-Louis me reprenne. On voit des projets, par exemple, comme Akuo en développe dans les DOM. On a beaucoup parlé d'Akuo. Je précise d'ailleurs qu'on est ouvert à tous. On travaille avec Neoen, avec JP Énergie aussi. On a financé Boss Énergie, un projet éolien en région centre.
Je ferme cette parenthèse. Donc, il y a des projets de stockage intelligent adossés à des installations photovoltaïques qui, dans un contexte de stress énergétique, notamment dans les îles, sont très très intéressants. Donc là, il y a des choses à poursuivre. Les îles, mais pas les DOM. Hein. On a entendu qu'Arnaud Mine disait qu'il n'était pas attendu dans les départements d'outre-mer. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, hein, je me permets de rebondir là, c'est que dans les départements d'outre-mer, il y a certes l'histoire de la CSPE, mais il y a aussi la péréquation, c'est-à-dire que si tout a été rééquipé pour produire avec des centrales thermiques à flamme classiques, à chaque kilowattheure produit, il y a grosso modo l'équivalent en tarif de perdu, puisque alors, RTE me regarde et il dit de toute façon, c'est pas moi, c'est EDF SEI. C'est vrai, bon, s'il y a des gens d'EDF SEI, ils auront un droit de réponse. Merci Pierre-Emmanuel Noël de nous avoir présenté toutes vos actions. Je retiens en dessous de 100 € le mégawattheure, vous pouvez venir le voir. Si, juste une dernière question, les banques de réseau, vous pouvez déjà donner leur nom? Il y a déjà Crédit Agricole avec qui vous avez signé, il y en a d'autres là donc oui, Crédit Agricole, BPCE et depuis peu, SocGen, on a mis 500 millions d'euros pour les énergies renouvelables, une enveloppe nationale avec ces 3 réseaux bancaires. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Noël. Bruno Legevin, Pierre Bornard, réaction à tout ce que vous venez d'entendre. On est en ordre de marche, aussi bien d'un point de vue technique qu'organisationnel. Les réticences d'Arnaud Mine sur le photovoltaïque, comment vous réagissez à tout ça? On voit qu'il y a des perspectives positives, il y a une prise en compte des enjeux, il y a un changement de dimensionnement, il y a des filières plus matures où on doit passer progressivement des logiques d'obligation d'achat à des logiques plus de marché, y compris avec des phases de transition. Il y a, et Pierre Bornard nous l'a rappelé tout à l'heure, c'est pas parce que demain on va être dans un modèle beaucoup plus décentralisé, de proximité, de diversifié, qu'il ne faudra pas assurer la sécurité d'approvisionnement, et donc la logique de réseau est essentiel, y compris pour assurer cette solidarité européenne. Et donc tout ça nécessite de forts coûts d'investissement. Il y a le plan Juncker, on vient d'y faire allusion. Il ne sera pas de trop, je crois, pour atteindre ces objectifs. Je crois qu'à la fin du mois, il y aura un certain nombre d'annonces de la Commission européenne. Ça sera essentiel par rapport aux objectifs qui nous sont assignés. Ça sera aussi un signe très important que l'Union européenne aura à faire, parce qu'il y aura aussi une communication dans la perspective de la COP21, qui sera notre feuille de route. Donc on est dans une année charnière, on est dans une année d'accélération, avec des outils pour la France, avec la loi, mais aussi avec la COP21. Et j'aime à dire que cette COP21, au-delà des enjeux diplomatiques fondamentaux par rapport aux objectifs pour la planète, c'est une formidable opportunité de mobilisation de toute la société civile, française mais aussi européenne, qu'il s'agisse des entreprises, qu'il s'agisse des syndicats professionnels, qu'il s'agisse des collectivités, des ONG, pour être au rendez-vous et montrer par l'exemple que cette ambition de la COP21, c'est pas qu'un discours, c'est pas une perspective pour après-demain, mais que c'est une réalité concrétisée en France, en Europe. Et ça sera quand même le meilleur atout pour pouvoir avoir une chance de déboucher positivement sur cette COP21. Merci Bruno Legevin. Pierre Bornard, c'est au président du conseil d'administration qui regroupe 41 opérateurs de réseau européens que je m'adresse. Est-ce qu'ils sont bien conscients, ces 41 opérateurs de réseau, que de toute façon, il y a une lame de fond, là, il y a quelque chose, une arrivée massive des renouvelables sur le réseau. Ils ont beau chercher à temporiser, il va falloir y passer. Je pense que non seulement ils en sont conscients, mais qu'ils font plus qu'accompagner ce mouvement. Et que le virage de la maturité est pris maintenant. Maintenant, il ne faut pas se cacher que le développement, qui est dans une dynamique extraordinaire des énergies renouvelables, pose de très grands défis, et que ces grands défis, pour les relever, il y a toute une palette de solutions dont aucune n'est à négliger. On a parlé de stockage, on a parlé de flexibilité de la demande, on a parlé des questions de financement, on a parlé des mécanismes de marché. Donc il y a des tas de chantiers dont aucun n'est à négliger. Tous vont être menés. Tous ont les moyens d'être menés. Je n'en vois aucun qui soit en situation de blocage. Il va falloir coordonner tout ça et ne négliger aucune piste. Tous ces chantiers sont autant de possibilités d'activité, autant de possibilités de job. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là dans la salle. On a évoqué ce matin l'importance, le docteur Pachelet disait « je veux parler aux jeunes ». Donc voilà, beaucoup de possibilités d'emploi. Vous embauchez beaucoup chez RTE ? Oui, il y a un sondage récent qui a montré qu'on était l'entreprise préférée des jeunes embauchés dans le secteur de l'énergie, devant des grands historiques et des nouveaux entrants.
Cette remarque s'adresse à tous les moins de 25 ans qui sont dans la salle. Merci Madame Clara Guémard, pardon, elle n'est plus là. Merci messieurs d'avoir participé à cette table ronde.